et des finalités du poème, nous avions souhaité faire une table ronde en nocturne, puisque toutes les tables rondes que nous avons pu organiser ces années précédentes sont des tables rondes qui ont très bien fonctionné. On s'est dit qu'il fallait faire un essai pour que cette table ronde ait lieu en nocturne, donc c'était l'occasion. Même si le temps est un petit peu plus compliqué au mois d'octobre qu'au mois de juin. Et puis je voulais vous signaler également que cette table ronde est diffusée en live sur Facebook. Voilà, je vais donner la parole à Didier Cahen, qui va présenter ses invités et mener la table ronde. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, non? Ça marche? On m'entend? Enfin, oui, ça marche. Merci beaucoup à Vincent Gimeno et au marché, c'est une belle initiative. Alors, on le sait, les finalités du poème, c'est un peu un thème général pour le marché depuis plusieurs années. Donc, c'est pas la peine de trop parler ou de trop introduire au thème. On ira tout très vite dans le vif du sujet. Surtout que ça résonne avec une question finalement très classique. Sans remonter à Aristote, on peut remonter à Hölderlin et le Wozu Dichter in Dostigkeit, mon allemand est terrible, pourquoi des poètes en entendement, et tout, ça résonne aussi avec ça. On ne cherchera pas non plus une réponse unique, je ne pense pas qu'il y en ait. On pourrait d'ailleurs démultiplier là où il est question les finalités du poème, ce n'est pas les finalités du poète, par exemple, et pas seulement en tout cas. On sait donc qu'il n'y a pas de réponse unique, peut-être pas de réponse d'ailleurs du tout, on y reviendra. L'idée donc pour les quelques minutes qui vont nous rassembler, et l'heure qui va nous rassembler j'imagine, c'est d'abord de faire entendre des voix et de faire passer, j'espère, quelque chose dans le partage des voix. Donc quelques mots sur chacun des invités qui nous honorent de leur présence. Moi je suis très content, ce sont tous des poètes de grand talent que je lis depuis très longtemps et dont j'admire à la fois l'écriture et la réflexion. Esther Tellerman. Esther, on va se vous voyer parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que le tutoiement, donc on règle la question. On se retutoiera tout à l'heure, mais on se voit pour l'instant. Donc Esther Tellerman, qui est poète, chacun le sait, essayiste, psychanalyste. Vous êtes née à Paris dans les années d'après-guerre, nord-malienne, agrégée de lettres. Vous avez enseigné la littérature dans le secondaire et puis depuis quelques années, vous êtes psychanalyste, très engagé dans la réflexion sur la littérature et le sujet. De vos 15 livres à la louche, vos 15 livres de poésie chez Flammarion et chez Une, je retiens les tout derniers, Guerre extrême, Terre exacte, le troisième et puis le merveilleux qui nous est commun, si l'on peut dire, dans l'amour de Claude Garage et de sa peinture, Corps rassemblé avec les peintures et autour des peintures de Claude Garage. Jean-Michel Spitalier, vous êtes écrivain, poète, musicien, bien sûr, vous avez co-dirigé Java pendant des années, au début des années 2000. Vous travaillez sur plusieurs projets multimédia et notamment comme batteur. Ça aura probablement son importance dans ce que vous nous direz tout à l'heure. Vous vous définissez plutôt comme un mécanicien ou un bricoleur dans sa liberté d'écrire des livres aux confins de plusieurs genres. C'est en tout cas ce que j'ai lu. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on écrit, vous le direz. Parmi vos récentes publications, une vingtaine de livres là encore, Tourner en rond, de l'art d'aborder les ronds-points, de la célébrité, théorie et pratique, La première année et Cowboy, récemment aux éditions Incultes. Michel Mitaille, juste à ma gauche, vous êtes poète et créatrice de poèmes sonores. Après des études d'allemand, vous avez passé un doctorat de chinois, semble-t-il. Vous avez été longtemps membre de l'ULIPO, glorieux souvenir, même si encore son existence, mais ça nous rappelle que nous, François Lyonnais, etc. Et vous dites deux clés dans mon travail, documenter la langue, documenter le réel. Je pense qu'on aura l'occasion évidemment de préciser ces termes, documenter la langue, documenter le réel. Ce sont des termes qui sont riches, forts et beaux, et sur lesquels on aura l'occasion, vous aurez l'occasion de revenir. Les 3 derniers livres que vous avez publiés, Le cours du Danube, ensuite Pierre de rêve avec Paysage opposé chez Lanskin, et Le paysage après Wangway, toujours chez Lanskin. Martin Rueff, vous êtes traducteur, poète et philosophe, je crois que tout le monde le sait, professeur depuis 2010 à l'Université de Genève. On connaît évidemment vos travaux multiples dans la proximité de Michel Deguy, mais il n'y a pas que Michel Deguy dans votre vie. Vous avez aussi publié un très beau quarto consacré aux œuvres de Starowinsky, de Jean Starowinsky, l'énorme, le merveilleux, l'extraordinaire Jean Starowinsky,
Dieu et la beauté du monde. En 2019, vous publiez La Jonction aux éditions Nous ou Nous. Alors, il faudra un jour qu'on me dise. Je ne sais pas si c'est nous ou si c'est nous. Chacun a sa version. Nous, nous. Bon, nous, voilà. C'est du grec. C'est pas la communauté. Alors, selon le site du marché de la poésie, probablement pas une si mauvaise source, vous croyez au vers, vous refusez que la pudeur s'affiche et vous suspectez les identifications. J'en ai pas fini. Vous soutenez que la poésie, comme la panthère de Dante, a quelques longueurs d'avance. Bon, c'est un bon point de départ. Donc cette longueur d'avance, sur qui, sur quoi, vers quoi, et d'où vient cette affirmation? Martin Rueff. Merci beaucoup. Oui, alors cette déclaration, en effet, je l'ai tirée du De Vulgare Eloquentia, qui est le traité de Dante, qui dit que, dans un traité qui est un peu un traité linguistique, il dit voilà, en fait, il faut aller à la recherche de la langue, qui va être la langue d'Italie, qui va être la langue du poème, et il utilise une figure, qui est une figure de la tradition, qui est celle de la panthère parfumée, puisque selon une tradition qui remonte à Aristote et que tous les bestiaires médiévaux ont déployé, la panthère est un animal qui attirerait ses proies en se dissimulant dans un terrier et en exhalant un parfum tellement suave qu'elles ne peuvent pas ne pas plonger vers elles. Voilà. Alors, la métaphore de la recherche de la langue parfaite pour Dante, elle a été reprise par un poète qu'on est en train de célébrer en ce moment, qui est Zanzotto, et en fait il l'a décalé, il a dit en fait non, la panthère parfumée c'est pas la langue, c'est le poème. D'accord ? Et il dit en fait chaque poète est à la recherche de cette panthère parfumée qui est le poème. Alors évidemment il y a une dimension aussi érotique, il y a la dimension de la chasse, etc. Dans ce que vous avez souligné qui me tient à cœur, peut-être qu'on peut réfléchir à ça ensemble, enfin je crois que c'est à ça que vous m'invitez, c'est ce que j'ai dit sur la question des identifications. Parce que de fait, on a coutume aujourd'hui de penser la littérature à partir des identifications qu'elle permet. Et donc c'est pour ça que souvent certains récits happent les gens, parce qu'ils peuvent s'identifier, cristalliser, je pense qu'Esther Tellerman parlerait mieux de ça que moi, parce qu'il y a des mécanismes aussi psychiques là-dedans, d'identification. Et il me semble que le poème, c'est une machine à déjouer ça. Parce que tout simplement, son support d'identification est instable. Et le poète, alors c'est Keats qui dit ça, et puis Ingeborg Bachmann le redit, mais en fait on peut prendre un exemple tout simple, c'est la manière dont Baudelaire se rapporte à lui-même dans les poèmes, quand il joue constamment sur les pronoms d'énonciation. Il dit « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille, tu réclamais le soir, il descend, le voici ». Et donc il donne voix, si vous voulez, à un tu intérieur, et parfois à un nous intérieur, et c'est un peu ça que je voulais dire quand je disais le poème déjoue les identifications. Et il y a un texte de Keats qui a beaucoup impressionné la tradition de la poésie anglo-saxonne, dans laquelle Keats dit il n'y a pas de jeu dans le poème. Alors ça contredit un peu évidemment le réflexe que les lecteurs et lectrices de poésie peuvent avoir, de dire c'est le jeu du poète, le poète ne parle que du moi, etc. Voilà, alors je ne sais pas si on peut mettre sur le compte des finalités du poème, de dénouer les identifications, mais ce que je peux dire, c'est que beaucoup de poètes du XXe siècle, pensez à Michaud, pensez à des poètes complètement différents, des poètes de l'oralité, des poètes comme Luca, Luca, ont donné au rêve malarméen de dépersonnalisation, d'impersonnalisation, des formes très différentes mais assez convergentes. C'est-à-dire que finalement, le poème détruit la croyance en la subjectivité, si la subjectivité c'est un point depuis lequel on comprend tout, on domine tout, on comprend sa langue, etc. Et donc c'est pour ça que je disais que le poème a des longueurs d'avance,
Parce qu'aujourd'hui, tout un courant de la philosophie contemporaine, inspiré de Wittgenstein, mais aussi de Dewey, dit, ben voilà, il ne faut plus penser à la première personne, etc. Ils ont juste 150 ans de retard. Voilà. Alors pourquoi est-ce que les inventions du poème sont si peu audibles? Ça, c'est une question qui me trouble beaucoup. Ce que je veux dire par là, mais Jean-Michel en parlerait mieux que moi. Les inventions musicales, on a l'impression, elles sont difficiles à passer, mais on a l'impression qu'elles passent. Les inventions picturales, c'est difficile à passer, mais on a l'impression qu'elles passent. C'est-à-dire pas simplement qu'elles s'imposent dans les musées, mais aussi qu'elles modifient la manière dont les spectatrices et les spectateurs voient les tableaux. Les inventions des poètes, on a l'impression que ce sont des inventions qui sont closes dans une espèce comme ça, d'aquarium où on les contemple, mais mince quoi. Et Esther Tellerman, justement, qui hochait la tête. Et à propos des identifications, moi j'ai une question, je voudrais préciser un petit peu les choses sur ce que j'entends dans identification, pardon. Est-ce que c'est quelque chose comme un projet du poète, si quelque chose de tel existe, ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe dans le poème, quel que soit, je dirais, le sujet qui tient la plume, hein. Voilà, c'est pour renvoyer Esther Tellerman aussi à la question des identifications à travers la question du sujet qui est au cœur de son travail. Oui, merci Martin, merci Didier. Effectivement, je trouve que poser la question des identifications aujourd'hui dans la littérature et dans le monde contemporain est extrêmement importante. Et en ce sens, en effet, le poème est en rupture avec cette identification. Pourquoi? Alors, pourquoi? Oui. J'ai pris pour exemple pour ce soir deux titres de deux ouvrages que j'avais fait avec deux poètes contemporains que vous connaissez, l'un avec Bernard Noël et l'autre avec Michel de Guy. Et j'avais organisé justement ces deux journées à l'ALI, à l'Association lacanienne internationale, avec des psychanalystes, de jeunes psychanalystes qui intervenaient donc de façon, je dirais spontanée, mais en l'ayant préparé, sur des poètes qu'ils n'avaient quasiment pas lus. Et donc, quel était l'intérêt, quelle était l'approche, si vous voulez, qu'ils avaient par rapport à ces poètes? Et qu'est-ce que la poésie apprenait à la psychanalyse? Eh bien, nous avions appelé le premier livre qui est paru chez Hermann autour de Bernard Noël, l'expérience extérieure. L'expérience extérieure. Il est paru chez Hermann en 2018. Et celui autour de Michel de Guy, exercice de contrariété pour Michel de Guy, qui est apparu chez Hermann en 2017. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que effectivement, ce qui m'importait, c'est de considérer autour de ces poètes que tout poème, qui est en effet un acte de l'irruption, non pas de la disruption, mais de l'irruption. Je reprends un petit peu Bernard Stiegler pour d'autres raisons, je vous verrai tout à l'heure. C'est tout poème qui est l'art du présent, l'art de l'irruption et qui évidemment se met en contact avec l'inconscient du sujet, inclut une poétique. Et il me semble que les plus grands poètes nous l'ont appris. Et les plus grands poètes, comme en effet Bernard, Noël ou Michel de Guy. C'est-à-dire il y a une poétique inconsciente dans chaque pratique du poème. Et pour Michel de Guy, donc, je pense que Martin a travaillé sur Michel, donc dans son livre Différence et identité, situation d'un poète lyrique à l'apogée du capitalisme culturel. Dans cet ouvrage publié en 2000, et Bernard Noël, dans un colloque, je prends au hasard, parce qu'évidemment il y a énormément d'études sur ces deux poètes, le corps du verbe, qui était un colloque de Cerisy en 2008. Et donc pour l'un, la poésie convoque le corps, et pour l'autre la pensée.
mais la pensée qui, bien sûr, toujours, que ce soit le corps ou la pensée, qui passe d'abord par le verbe. Et par le verbe à un moment donné de l'histoire. Et à un moment donné de l'histoire que le poème, en quelque sorte, critique. Et pourquoi critique-t-il ce moment historique de la langue? Il le critique parce que nous sommes entourés de messages. Nous sommes entourés d'informations, nous sommes entourés d'écrits, de paroles. Et bien sûr, le poème, lui, il justement déplace le sens habituel de l'attribut, évidemment, les mots habituels de l'attribut, mais aussi les possibles identifications, mais aussi les images. Et si nous prenons un personnage, enfin quelqu'un comme Bernard Noël, c'était évidemment pour lui la remise en question aussi du moi. Et du moi, ça ne veut pas dire du jeu forcément, mais pour un psychanalyste, un jeu, ce n'est que celui qui énonce, c'est celui qui prend la parole. C'est-à-dire qu'en ce moment, je ne suis pas moi et mes identifications. Je ne suis pas moi, Esther Kellerman, poète, écrivain ou enseignante, etc. Et donc, en effet, il me semble que le poème est un acte politique en ce sens-là. C'est-à-dire qu'il, à un moment donné, historique... reviendra sur cette question, bon, alors je m'arrête. Oui. Non, voilà. Tu t'arrêtes pour reprendre la parole ensuite, voilà. Oui. Non, parce que je pense que Jean-Michel Spitalier peut rebondir aussi sur cette idée d'irruption. On est parti de l'identification, on est passé ensuite à l'irruption, et j'ai l'impression, dans ce que vous me disiez sur... non pas la gratuité du poème, je pense, je ne sais pas si vous acceptez ce mot de gratuité du poème, mais dans l'éditorial de Philippe Beck qu'il a donné pour le journal du marché de la poésie, il reprend le temps les finalités sans fin. Et j'ai l'impression que entre votre conception du poème, d'une certaine gratuité, ses finalités sans fin et l'irruption justement qui empêche le poème de se refermer sur une totalité, sur une globalité, il y a quelque chose qui est votre espace, Jean-Michel Espitalier. Je me trompe peut-être complètement. Vous allez battre la mesure pour corriger le tir. Non, mais en fait, j'aurais voulu rebondir sur ce que disait Martin tout à l'heure. Je vais revenir à la question. Mais je pense, c'est un peu simpliste, mais je pense que si la poésie a du mal en tant qu'instance de dérangement à passer, c'est qu'en fait, ça a à voir avec la langue. Et la langue, ça a à voir avec la mère, la langue maternelle. Et je pense, moi j'ai eu beaucoup de... J'ai connu pas mal de... à l'époque, j'avais une revue qui s'appelait Java. On faisait pas mal de soirées comme ça, de lecture et de discuter. Et il y a eu assez souvent, ou même moi tout seul, je me suis un jour à Aubagne, de réactions assez hostiles à ce qu'on faisait, à ce qu'on disait, à ce qu'on proposait. Et c'est toujours gênant d'avoir des réactions hostiles parce que j'avais l'impression de faire quelque chose qui m'intéressait, qui pouvait intéresser, c'est-à-dire interagir aussi avec quelque chose. Et je pense qu'on ne touche pas à la langue maternelle parce que c'est touché à la mère. C'est-à-dire que les gens avaient l'impression qu'on voulait tuer leur maman. Et il ne faut pas tuer les mamans des autres, même la sienne, il ne faut pas la tuer. Et donc, je pense que par rapport à la musique ou aux arts plastiques, faire dévier, vicier la langue, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. La musique, c'est quelque chose, c'est à distance. Moi, je suis musicien, donc c'est pas une vraie distance, mais quand même, c'est quelque chose à distance. Mais la langue, c'est quand même une autre affaire. Alors après, sur votre question que j'ai oubliée. Moi aussi. Non, l'éruption, la gratuité et les finalités sans fin. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette fonction du poème ou de la poésie? Et il faudrait déjà distinguer le poème de la poésie. Mais cette idée d'irruption qui veut dire qu'il n'y a pas de totalité fermée, qu'il y a donc un espace qui est un espace flou, un espace ouvert, un espace flottant, est-ce que c'est pas aussi l'espace que vous habitez quand vous travaillez la poésie et quand vous la travaillez au corps? Parce que j'ai le sentiment que vous travaillez la poésie au corps, précisément. En tout cas, je travaille la langue au corps. La langue, voilà, je travaille la langue au corps. C'est beaucoup mieux dit. Bah, oui, oui, le surgissement, l'apax, c'est-à-dire que c'est finalement produire un objet qui
qui n'avaient jamais eu lieu. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Que ce soit dans un récit, dans un essai, la poésie, un poème, je ne sais pas tout ce que c'est, je sais plus trop à quoi ça ressemble. Mais effectivement, je pense que c'est Nietzsche qui parle de ça dans Les Savoirs. Nietzsche dit que l'essence, en tout cas la puissance de la poésie, c'est qu'elle est inutile. Et que si la poésie était utile, ça ne serait plus de la poésie. La force de la poésie, c'est qu'elle soit inutile. Et cette inutilité, évidemment, c'est piégeant parce que la poésie inutile, en fait, elle nous est utile. Donc c'est raté. Il y a un truc qui tourne et on est coincé avec ça. Moi, j'aime bien de temps en temps dire elle n'est pas inutile, elle est inutile, elle est surtout inutile, en jouant un peu sur les mots. C'est-à-dire que la poésie peut avoir son utilité à condition qu'on la débarrasse en quelque sorte de tout son outillage et de tout son appareillage. On la débarrasse de la poésie, en quelque sorte. Très simplement. Enfin, en tout cas, mais on garde la langue, si on est d'accord. Bien sûr, on garde la langue, on en est tous d'accord. C'est la seule chose finalement qu'on sauve pour l'instant, depuis le début de notre conversation, qui va continuer avec Michel Métaille, bien sûr, c'est en tout cas sauver la langue. Mais justement, Michel Métaille, documenter la langue, documenter le réel. D'une certaine manière, je suis sûr que vous êtes complètement perdu dans ce qu'on dit, parce qu'on est très loin de documenter. Donc vous avez le droit de protester et de documenter cette documentation. Je ne protesterai pas. Sinon, sur le fait que je ne suis pas une créatrice de poèmes sonores, parce que c'est quelqu'un qui a écrit ça sur moi. Et je voudrais bien savoir comment on fait pour... bon, je ne me reconnais pas du tout dans cette définition, malheureusement elle a circulé, c'est dommage. Et je la retire. Oui, non mais c'est pas grave, vous n'êtes pas coupable du tout, c'est si. quelqu'un... Non, pas du tout, mais voilà, c'est une définition dans laquelle je ne reconnais pas du tout le sens de mon travail. Ce qui est important, c'est effectivement la langue. Étant donné que j'ai des projets qui sont de grande ampleur sur la durée, sur le volume de l'écrit, sur le fait qu'ils peuvent passer à la fois par l'oralité et par l'aspect visuel, je peux guère parler d'un poème comme étant une chose qui tient sur la page d'un livre. Ça déborde toujours largement. Donc il s'agit plutôt de projets presque parfois multimédia. Et c'est assez éloigné d'une conception plus traditionnelle de la poésie. Mais ce qui est très important, c'est évidemment le travail sur la langue. Et il n'y a pas très longtemps, c'était à la faveur d'ailleurs d'une exposition où on m'avait demandé d'intervenir au CIPM à Marseille et de présenter mon travail après une lecture. Et je ressentais depuis très très longtemps qu'il y avait une sorte d'incompréhension de la part de gens extérieurs, d'universitaires entre autres qui travaillaient sur ce que j'avais écrit, entre des œuvres très très radicales qui ont été écrites pendant une vingtaine d'années à partir de 72, et après j'ai travaillé sur le paysage et je me suis aperçu que c'était tout à fait la même démarche parce que il y avait une aptitude, une notion d'arpentage, c'est-à-dire arpenter la langue à travers les dictionnaires, à travers les patois, à travers les dialectes, à travers la rhétorique, à travers les figures de style, et arpenter une ville, arpenter des paysages. Et je me suis aperçue qu'intérieurement, j'avais exactement la même attitude, la même démarche. Et pour moi, ça a été très très éclairant d'avoir cette réflexion. J'ai eu l'impression de comprendre ce qui liait les deux choses, qui était justement ce mode un peu d'accumulation de documents, de déconstruction aussi, puisque j'ai commencé par ça dans les années 70, évidemment, puisque j'étais baignée là-dedans à l'université. Et ça a évolué, et ça m'a intéressé que finalement la langue qui était considérée d'une façon un peu abstraite, est complètement déstructurée, avec des textes qui n'utilisent que des substantifs, avec des textes qui n'utilisent que des verbes, etc. Et cette même démarche se retrouve appliquée au réel, finalement, à travers des livres sur la Chine, sur le Japon, sur Taïwan, sur Berlin, etc. Et c'était profondément la même attitude. Oui, alors, ce qui est assez étonnant, c'est que le même débat, il y a une vingtaine d'années, serait traduit évidemment par une mise en route radicalement différente. On n'aurait pas pu poser la question des finalités du poème
sans aborder la question, sans nommer la question du politique. Mais la question là semble complètement absente. Donc est-ce que ça veut dire quand même que le poème a quitté le terrain, alors je ne sais pas si on peut dire pas du politique, mais en tout cas le terrain de la transformation, de l'émancipation, autant de notions qui peuvent sembler surannées et dont on peut se demander malgré tout si on ne les abandonne pas trop vite au profit d'autre chose. C'est une question très ouverte que je lance à tous les cas. Qui est-ce qui veut essayer de rebondir là-dessus? Martin, Ruel. D'accord. Alors, d'abord, avant de répondre, enfin de situer la question que vous venez de formuler, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Michel, il y a une seconde, et rappeler, c'est une manière aussi de lui rendre hommage, un philosophe qui est mort récemment et qui a tellement aimé la poésie et a tellement écrit de belles choses sur la poésie, c'est Nancy. Dans un petit livre qui s'appelle Résistance de la poésie, et vous allez voir, Jean-Michel, la consonance de ce qu'il écrit avec ce que vous disiez. L'histoire de la poésie est l'histoire du refus persistant de laisser la poésie s'identifier avec aucun genre ou mode poétique. Non pas pour inventer un plan plus précis que les autres, ni non plus pour les dissoudre dans la prose comme dans la vérité, mais pour déterminer incessamment une nouvelle exactitude. La poésie est la praxis de l'éternel retour du même, la même difficulté, la difficulté même. Donc je pense que cette formule est très belle et mérite qu'on la rappelle. Alors, la question que vous posez sur la finalité du poème, dans son orientation politique, elle mérite évidemment toute une série de recontextualisations. Tout à fait. Et vous disiez 20 ans, on pourrait dire il y a 40 ans elle n'aurait pas été la même, il y a 50 ans elle n'aurait pas été la même, etc. Dans le dernier numéro de la revue Ligne, qui s'intitule, je l'ai lu pour préparer la rencontre, qui s'appelle Littérature, quelle est la question? Les auteurs, Didier, répondent plutôt qu'ils considèrent quant à eux, c'est le cas de Philippe Beck, de Pierre Vinclair, mais aussi de Jean-Marie Glaise, de Nathalie Quintane, qu'on a un moment de repolitisation de la politique. Alors, je pense que cette question, si on veut y voir clair, même si c'est exactement le genre de question dans lequel les écrivains s'entêtent à ne pas voir clair, mais si on veut y voir clair, je pense qu'il y a au moins 3 niveaux, disons, pour la discussion. Il y a d'abord, et je pense qu'on parle de rien si on ne parle pas de ça, qu'est-ce qu'on définit comme une politique de la littérature? C'est-à-dire que si on ne parle pas de ça, de certaine manière, on parle de rien. Alors, ce qui est clair, c'est que pour les auteurs de ce numéro, la portée du geste politique poème n'a pas disparu, mais on peut dire qu'elle a une nouvelle configuration. Oui, elle a une nouvelle, je dirais, un nouveau périmètre. Oui. Hein, et notamment, beaucoup des auteurs qui sont là, c'est le cas de Pierre Vinclair ou de Pinson, Jean-Claude Pinson, considèrent que l'écologie, le tournant écologie, l'écologie culture, l'éco-politique, c'est une forme de politique du poème. D'accord ? Alors, après ça, on pourrait dire, oui, mais en fait, pour nous, l'écologie, c'est pas de la politique, c'est autre chose. C'est de la suprapolitique ou de l'infrapolitique, mais pas de la politique. Et vous pourriez dire, tant que la politique ne se donne pas les moyens concrets de aliéner les sujets, elle n'est pas politique. Les usages de la nature, voilà. La question sont multiples. Ça c'est un premier niveau. Il y a un deuxième niveau qui est évident, qui est ce que fait le poème. Ce que fait le poème. Alors là, je pense qu'on est partagé entre deux configurations qui actuellement sont extrêmement antithétiques et très présentes dans le champ. Il y a une conception, je dirais, pan-pragmatique du poème. Le poème fait beaucoup, il guérit, il est chamanique, et donc on va chercher l'ethnopoétique pour dire le poème. Oui, ça a toujours été on va guérir l'assemblée ici présente avec le poème. Voilà. Et puis il y a une autre version qui est bien présente chez d'autres, qui sont plus Mallarméens, et qui s'inspirent, disons, d'une intelligence de Mallarmé
dans l'action restreinte, qui est de dire non, non, ce que peut faire le poème par rapport à la politique, c'est de rendre les conditions de l'échange verbal plus dignes. C'est pas rien, hein. Et aujourd'hui, c'est pas rien du tout de faire ça. Mais impossible. C'est pas rien du tout de faire ça. On va. Moi, je vous laisse finir et on enchaîne sur le. Et puis il y a un troisième niveau qui est évidemment, je suis désolé de faire ça comme ça, c'est un peu mécanique, hein, qui est l'articulation des deux. C'est-à-dire quel type de poème on peut faire pour quel type de politique. Et je pense que là-dessus, il n'y a pas du tout de consensus. Peut-être d'ailleurs qu'on vit dans un moment historique, hein, où ce qui frappe, c'est la pluralité des élans poétiques et politiques, hein, et l'impossibilité de trouver un consensus, c'est-à-dire une figure, un parti, etc., etc. Mais je ne dirais pas, à lire nos contemporains ou nos contemporains, qu'on est dans un moment, enfin je ne sais pas ce que mes collègues ici présents pensent, qu'on est dans un moment de dépolitisation de la question de la finalité du poème. Non, ça je crois qu'on peut facilement vous suivre. Alors dans l'éventail qui est très largement et remarquablement ouvert par cette synthèse du numéro de ligne que fait Martin Rueff, Esther Tellerman, la poète que vous êtes, c'est-à-dire une poète qui est dans l'élucidation d'un mystère qui ne sera jamais résolu. C'est très vite dit, c'est trop vite dit, c'est mal dit, mais enfin on peut le dire quand même comme ça. Est-ce qu'elle retrouve quelque chose de son expérience personnelle? Alors, personnel, tout à coup le personnel me gêne tout à coup, mais tout simplement pour rebondir sur la question du politique que Martin Rueff a remarquablement exposé, probablement je ne comprendrai pas la notion de politique en ce sens-là, c'est-à-dire comme nous l'entendons dans la Cité, mais plutôt comme une posture du politique au sens où Lacan disait que l'inconscient c'était le social, on dit même qu'il disait que l'inconscient c'était le politique, c'est-à-dire le politique comme posture, plus comme posture que comme prise d'opinion. Et il se trouve que, effectivement, habiter le monde en poète, ce serait quoi? Eh bien, ce serait se laisser déplacer, en effet, par la langue. Déplacer par le surgissement du poème, c'est-à-dire déplacer dans les opinions les plus banales que nous avons forcément, que nous avons tous forcément, c'est-à-dire imaginaires. Il y a une transformation qui est opérée par le poème sur soi-même. C'est ça que je veux dire par politique, c'est-à-dire au sens où, en effet, tout ce qui pourrait être la traversée des idéologies que pardonnez-moi, mais nous avons tous, à un moment donné, et à un moment donné, dans un présent, nous sommes traversés par les idéologies dominantes. Eh bien, c'est le poème lui-même qui déplace ces idéologies, ces opinions, et je pourrais, par exemple, vous dire que probablement la langue qui est actuellement utilisée sur les réseaux sociaux, ce serait plus la langue de la pulsion que la langue de la raison critique, que la langue qui déplace le sujet dans ses identifications imaginaires. Et c'est dans ce sens-là qu'il est politique. Voyez, donc ce n'est pas dans une prise de parti ou dans un attachement à des idéologies telles que l'histoire les a présentées du temps de la résistance, du surréalisme, etc. C'est la position politique du poème et justement la position dans la langue, dans la mesure où elle déplace vous-même, où elle transforme votre position de sujet dans le monde. Voilà ce que je voudrais dire. Je pourrais développer, mais je voudrais laisser la parole aux autres. Qui veut réagir? Michel Huetaille, par rapport justement à la création, la création elle est de quel côté? On a tendance à dire langue et poème. Est-ce qu'on pourrait essayer de mettre peut-être une forme de distinction entre
ici le poème et la langue. Les deux sont évidemment intimement liés, mais le poème n'est pas la langue et la langue n'est pas non plus le support du poème. Voilà. Est-ce qu'on pourrait essayer de pousser un petit peu dans cette direction? Je pense qu'après ça passe par la forme. C'est la question de la forme qui intervient là. Oui. Ce qui fait poème, c'est aussi la forme que l'on choisit. Et ça, elle peut avoir évidemment une incidence politique aussi au-delà de ce que l'on dit, je pense. On peut avoir des choix qui soient très disruptifs par rapport à la convention, disons, de la langue. Et à ce moment-là, ça peut effectivement faire réfléchir et avoir une incidence qu'on peut qualifier de politique. Tout à l'heure, quelqu'un m'a parlé d'un livre là qui vient de sortir et m'a dit que finalement il était politique. Bon, c'est sur la Chine, je me suis trouvée effectivement à faire des constats qui sont des constats que peuvent peut-être faire un journaliste. Moi, je suis partie sur les traces d'un poète du 9e siècle, en même temps pour regarder la Chine contemporaine, et c'est vrai que ça a donné un regard qu'on peut qualifier de politique. Mais ce n'était pas une volonté au départ de faire un poème politique dans le sens idéologique. Mais il y a effectivement des implications qui ressortent. Donc finalement, c'était plus au départ, effectivement, poussé par une langue, bon, dans ce cas-là, une langue ancienne, et qui était un petit peu la clé pour comprendre la Chine contemporaine. Et finalement, d'une certaine manière, ça a fonctionné aussi. Mais ce n'était pas quelque chose qui a été donné au départ, mais ça s'est construit au fur et à mesure. Et je pense que la forme, le poème est né de la forme que l'on donne à la langue. C'est vrai. Alors quand j'essayais de distinguer très rapidement et maladroitement le poème de la langue, je pensais quand même au mésusage de la langue qu'on peut faire ou de l'idée qu'on peut en avoir dans le poème, parce que on sait que le poème tel qu'il nous intéresse, et là je crois qu'on peut dire que tous les 5 que je m'inclus là-dedans, c'est le poème qui va forer la langue, qui va s'apprendre la question de la forme, qui va l'explorer, qui va jusqu'aux limites des possibilités du langage. Et c'est ça qui fait aussi que le poème ne peut pas être récupéré, alors qu'actuellement, il y a une certaine récupération du poème. Si on veut prendre un exemple un peu passe-partout, mais qui est significatif, l'investiture de Biden et Amanda Gorman, ça veut dire quelque chose quand même. Et on sait qu'on en a d'ailleurs des effets tous les jours. Il y a toute une poésie qui se vend, paraît-il, à des dizaines de milliers d'exemplaires en France maintenant, qui est une poésie qui correspond, paraît-il, aux attentes du public, qui parle parce qu'elle parle une langue qui n'est pas une langue, justement. Elle parle une langue morte. Et donc, Jean-Michel Espitalier, vous qui êtes allé loin, très loin même, dans l'invention de la langue, comme d'autres ici, je voulais savoir justement comment vous pouvez réagir par rapport à ces mauvaises finalités du poème. Elles sont mauvaises. Mais ouais, si, j'y vais. Encore. Non, en tout cas, c'est oui, c'est absolument catastrophique. Ben voilà, en fait, ce sont des choses, non, ce sont des gens qui font revenir l'idée, enfin l'espèce de fantasme faux de ce qu'est la poésie. Pour le dire vite et imparfaitement, le vers, la rime, les bons sentiments. Et pardon, je coupe une seconde. Le mot qu'on entend maintenant, il faut que la poésie, voilà la finalité qu'on nous présente. C'est pour ça que je pose cette question qui est en rapport direct avec notre thème ce soir. La poésie doit être intéressante. Ah oui. Donc est-ce que vous faites de la poésie intéressante? Mais je pense que c'est pareil dans le cinéma, dans la musique en fait. Mais non, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, moi je parlais de ça, alors je parlais du slam. Alors moi le slam, il y a vraiment des choses que je trouve vraiment très intéressantes. Et dans son aspect social, je trouve que c'est vraiment intéressant. Après, je trouve que c'est raté en termes de forme, c'est-à-dire aussi en termes de position politique. Mais j'en parlais un jour avec Bernard Haïti qui me disait, ça fait un siècle qu'on comprime tout ça, en disant ça y est, c'est fini, et paf, en 6 mois, ça revient, et c'est le même chose. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette exigence et cette espèce de... Quand vous parlez de la question de la dichotomie de langue-poésie, moi en tant qu'écrivain, c'est-à-dire en tant que mécanicien, comme vous le disiez, en tant que bricoleur, je ne sais pas trop ce que je fais, comment on fait ça. En fait, moi je suis un être de langue, comme on est tous des êtres de langue. Et en fait, je vais produire quelque chose qui a à voir à la poésie. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai un désir,
d'aller capturer du sens ou des effets de sens ou autre chose. Enfin. Donc le travail de l'écrivain, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mon lexique, j'ai ma langue, j'ai mon alphabet, et de là, je vais faire un jus. Ça passe dans mon corps, ça passe dans ma main, et parfois c'est pas facile. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet A qui est désiré, il arrive en objet A', parce qu'en fait, je ne suis pas arrivé tout à fait à produire ce que j'avais envie de produire. Donc ça, c'est quelque chose de... Et le phénomène, le processus de transformation, c'est-à-dire ce que je suis, pour moi, c'est ça le politique. Pour dire que le politique, c'est le style. Je pense que le politique, c'est ça, c'est comment je me situe dans la cité. Et éventuellement, comment j'ai envie de la transformer, la cité. Mais en tout cas, comment je me situe, comment je me l'accapare et comment je l'habite, en quelque sorte. Et je pense que la langue qu'on habite tous, être poète ou être écrivain, c'est avec la langue, essayer d'habiter le langage commun, avec ses propres outils, ses propres déformations. C'est-à-dire que une phrase toute simple, le demain il fera beau, moi je vais essayer de la faire un peu bugger, c'est-à-dire que le message ça sera le même, mais de la vriller un peu. Voilà. Et pour moi c'est ça le geste politique. La politique elle est forcément dans la langue, parce que c'est la langue qui dit le monde, et qui dit le monde fait le monde. Voilà. Après sur la question, je vais revenir sur la question de ces poètes, moi j'aime pas donner des bons points ou des mauvais points, parce que je suis pour juger, mais c'est vrai qu'en tout cas il y a toujours ce retour, mais c'est pas d'aujourd'hui quoi, ce retour à des formes. Roland Barthes parle bien de ça dans un texte dans les mythologies sur Mino Drouet. Il dit qu'en fait le Mino Drouet, vous savez cette poétesse qui rejoue le thème de la précocité qu'on trouve chez Mozart, chez Rimbaud, etc. Et il dit en fait que les gens sont fascinés parce qu'ils ne veulent pas la poésie, ils veulent les signes de la poésie. Et c'est le mauvais poète, entre guillemets, il donne les signes de la poésie. C'est-à-dire quelque chose qui est... C'est vrai que c'était pas émouvant du tout, moi j'ai pas du tout été ému par le poème de cette jeune femme, mais en fait les gens sont rassurés, parce que, ah ben oui, la poésie, il y a le fantasme de la poésie qui est rétribué. Je pensais que la poésie c'était quelque chose de sympathique, de gentil, d'un peu farfelu, mais pas trop. Et effectivement, ce que cette jeune fille me donne, c'est ça. Donc le contraire, donc c'est ok. Et moi, j'ai besoin d'être, en tant que lecteur, là, du coup, j'ai besoin d'être bousculé par un poète, ou par un écrivain, ou par un cinéaste, ou par un musicien. J'ai besoin de rien comprendre. Donc, pour aller vers le cinéma, quand je vois les derniers films de Jean-Luc Godard, par exemple, moi j'ai une passion absolue pour Jean-Luc Godard. Moi, je ne comprends pas grand-chose. Mais c'est beaucoup mieux que de ne pas comprendre. J'ai fait une expérience absolument incroyable. Et c'est ça qu'il faut faire. Godin l'archipel, Michel Mutin, c'est véritablement ça qui va vous inspirer, mais en tout cas, vous avez réagi par rapport aux propos de Jean-Michel Hospitalier. Oui. Et on écoute votre réaction, justement. Je voulais juste dire que finalement la poésie, c'était... le poème, c'est la possibilité d'inventer sa propre langue dans la langue commune. Oui. Et c'est ce qui fait qu'elle est parfois difficile, enfin, sa poésie, le poème, est parfois difficile à comprendre pour d'autres, parce qu'on travaille dans une langue commune et on en tire quelque chose qui peut heurter et qui n'est pas évident de prime abord. Il y avait ce mot très beau de Duboucher c'est ce que vous reprenez, il disait inventer du français dans le français. Oui. Et c'est vraiment ça, hein, inventer du français dans le français. Langue étrangère de Marcel Proust. C'est la langue, oui, étrangère. Bien sûr. Exactement. Esther Télère. Pardon. Non, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est dans une société, enfin dans un monde du sens? C'est-à-dire qu'on cherche sans cesse le sens. Et vous voyez où ça nous mène. C'est-à-dire qu'au fond, à force de trouver partout le sens, on arrive à la haine et à l'exclusion. C'est tout à fait étonnant, non? Cela veut dire que, au fond, le poème, en ce sens, il est politique. Là où le poème met une énigme et un trou, une énigme, un trou, un manque dans le sens, un manque dans la compréhension, où notre pratique d'enseignant nous a montré que les jeunes, les plus jeunes, les plus petits, les plus frais de nos élèves, enfin les plus jeunes, pouvaient se glisser, pouvaient glisser leur sensibilité, pouvaient entendre
des choses qui n'étaient pas dans ce qui traînait autour d'eux et dans les idéologies dominantes. Et donc il me semble que c'est cela, cette inquiétude de la raison dont parle Michel de Guy, cette inquiétude de la raison qu'apporte la poésie d'une part, cette position critique, cette individuation dont parlait aussi Bernard Stiegler qui nous a quittés, donc en parlant de dénéotisation dans notre société, c'est-à-dire une massification de la pensée et des stéréotypes, eh bien, il me semble que là, le poème a quelque chose à dire, de la même sorte que toute forme d'art, d'ailleurs, qui se respecte. Il est aussi du côté de l'intensité. Je voudrais vous citer ces quelques lignes de Jean-Christophe Bailly, qui accompagne d'ailleurs une réflexion de Nancy. Donc Martin Rueff vous donne la parole très certainement pour prolonger ces lignes de Bailly. Le poème n'invente rien, mais se portant au-devant du langage, il en recueille pleinement la résonance et confond cette résonance à l'intensité d'un sens. Le poème est la tonalité du sens. Et c'est là qu'on voit bien l'ouverture que cherchait Nancy précisément dans le sens, un sens au-delà du sens, avec le sens en même temps. Martin Rueff, si je vous demande de commenter Nancy, Bailly, relu et interprété par Cahen, ça fait beaucoup d'un coup d'un seul, évidemment. Oui, deux choses dans ce qu'on est en train de construire là, tous ensemble. Il me semble qu'il y a un point, si vous voulez, qui est frappant quand on lit, pas simplement le numéro de ligne, mais beaucoup de réflexions théoriques d'aujourd'hui. Il y a un point qui me paraît vraiment notable, c'est la préoccupation que beaucoup d'écrivaines, d'écrivains qui font des vers, des poètes, poétesses, ont manifesté à l'endroit de la question de l'adresse. Qu'est-ce que ça veut dire s'adresser à? Et dans les textes de la revue Ligne, par exemple, il y a beaucoup de réflexions sur... En fait, on a souvent pensé la politique du poème par rapport aux communautés nationales, l'État, etc. En fait, ça ne marche pas parce que ces communautés nationales, elles ne lisent pas de poésie. Donc évidemment, ce n'est pas une fausse remarque. Hein. Et donc, il faut réduire la voilure et essayer de réfléchir sur la manière dont un poème crée par des effets d'adresse étonnants, parce que quand on écrit, c'est plutôt le mécanisme que décrivait Jean-Michel, c'est-à-dire il faut quand même le dire, peut-être de manière un peu brutale, on n'écrit pas des poèmes pour des finalités, on écrit des poèmes parce qu'à un moment donné, le poids du monde, l'intensité de ce qu'on vit, etc. Et après, quand on les travaille, on peut dire qu'on les a fait en fonction de finalités, mais bon, il faut être honnête, c'est pas comme ça que ça marche. C'est la reconstruction, c'est après tout, bien sûr. Alors, ce que beaucoup se demandent, c'est est-ce que dans les questions d'adresse, adresse à des prénoms, à des pronoms, etc., ici ne se construit pas quelque chose comme un certain rapport éthico-social qui pourrait avoir des retombées politiques sur le communautaire. Ce qui veut dire de manière très simple, et ça je pense qu'il faut quand même le dire là aussi de manière plate, que le sujet politique du poème aujourd'hui, c'est plus le peuple. C'est ça que ça veut dire. Et que, alors je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je constate ça, je pense que si on réfléchit avec des catégories qui sont des catégories de celles de nos années de formation, et qu'on attend de ces poètes-là des reformulations en termes de politique qui étaient les nôtres, on ne va pas les trouver. On va pas les trouver. Donc ça, c'est le premier point. Alors, ce qui se joue dans la constellation Nancy-Bailly, la question de la tonalité du sens, c'est un rapport très particulier à l'héritage que des penseurs français ont fait et ont compris, la manière dont ils se sont appropriés la lecture benjaminienne de Hölderlin. Je suis désolé de dire ça de manière un peu... C'est-à-dire l'idée que Benjamin formule à propos de Hölderlin, une formule très forte, sur laquelle le courage de la poésie, c'est la prose. Et Nancy, qui écrivait des poèmes aussi, on a vu ça. Quelques-uns. Ouais, quelques-uns, oui. Ouais. Il est fasciné par cette formule.
Agamben, il est fasciné par cette formule, Lacoulabar est fasciné par cette formule, et Bailly est fasciné par cette formule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parmi les penseurs, certains des penseurs de cette maison-là, de cette famille-là, parmi les plus forts, ceux qui sont pour nous des gens avec qui, dont on attend les publications, etc., le rapport au poème est un rapport beaucoup plus tendu, beaucoup plus asymptotique que celui qui a été formulé ici. Et donc, c'est très souvent comme ça, et c'est marrant, on utilise souvent des concepts qui émanent de pensées qui sont en tension avec nos pratiques. Mais on ne peut pas faire autrement. Et Bailly, qui est, à mon avis, quelqu'un dont les poèmes comptent, se continue, c'est un vrai livre de poésie, intense, fort, beau, rêveur, attentif. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de dire, dans la fin de ligne, dans l'élargissement du poème, les difficultés qu'il a à se dire poète, à se penser poète, etc. Mais aussi parce que l'héritage dont il provient est un héritage qu'elle considérait à un certain moment, et peut-être pour en finir avec les deux guerres, pour plier le poème, c'était le chant de lettres, etc., qu'il fallait revenir à la prose. Donc mais là aussi, il faut historiciser, contextualiser, c'est un moment de la pensée française, je vais dire française, parce que les Allemands n'ont pas fait ça, c'est un moment de la pensée française, où pour sortir d'un certain rapport au poème, on a utilisé Benjamin, l'expert de Merlin, pour assécher, qu'est-ce que vous disiez, Jean-Michel, le flux, le jus, pour que ça devienne un peu autre chose. Oui, ça demanderait une longue réflexion. On a quoi encore 2-3 heures à peu près, je pense, mais pas plus, pas plus. Non, j'ai l'impression qu'on a 5 minutes pour rester dans le temps. Alors j'ai une question tellement abrupte qu'elle en devient stupide, évidemment, et donc irrecevable. Et je trouve que c'est bien de finir sur une question totalement irrecevable qui s'adresse à celui ou à celle, qui voudra bien y répondre. Y a-t-il, je suis prudent, une responsabilité du poète d'aujourd'hui? Et si oui, quelle est ou quelle serait la responsabilité du poète d'aujourd'hui? Il se regarde, Je pense qu'Esther a une idée. Esther a des idées. Esther, on avait dit que je te la poserais. C'est bien. Ouais. La responsabilité, c'est un terme intéressant, la responsabilité, parce que effectivement, est-ce qu'on est responsable de son inconscient? En plus, la responsabilité est un vaste problème judiciaire. On a responsabilisé ou déresponsabilisé des psychotiques. Parfois on les met en prison, d'autres fois comme l'assassin Gisèle Halimi, on dit qu'il était sous drogue, donc il était responsable. Donc vous voyez, vous me posez une question difficile, dans la mesure où, par exemple, je pourrais passer à l'acte. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Or, le poème est effectivement un passage à l'acte. Alors, quel type de passage à l'acte est-ce? C'est un passage à l'acte vis-à-vis de la mémoire, de l'histoire, de la mémoire qui nous porte, c'est-à-dire celle des poètes qui nous ont précédés, de la mémoire de la langue, probablement, et de sa propre individuation, qui tout à coup apparaît là en osant prendre la parole, je dirais, en osant prendre la parole. Alors, parfois c'est peut-être aussi un peu meurtrier, ce qu'on fabrique avec la langue, comme disait Jean-Michel, il ne l'a pas exprimé ainsi, mais sans doute il le fait. Évidemment, on n'attend pas à son prochain, mais vous voyez que la responsabilité, elle est difficile à définir. En tout cas, pour un psychanalyste, oui, on est responsable de son inconscient. Alors vous voyez, ça pose beaucoup de problèmes. Donc responsable de son poème, oui, sûrement. Michel Bétail, vous êtes dans un univers très très différent de celui d'Esther Tellerman, et donc j'aimerais bien entendre un écho sur votre propre inconscient et l'irresponsabilité
que vous confiez à votre propre intention. Hein, c'est un peu vache comme question, c'est un peu bon, voilà. Ben, je ne me pose pas ce genre de questions, parce que je reviens à l'étymologie de la poésie qui est faire. Je fais, ça me fait plaisir. Je lis en public, ça me fait plaisir. Ça fait parfois plaisir aussi au public. C'est toujours l'occasion de beaux échanges. Et je ne me pose pas plus de questions que ça. Voilà. Là où je me pose des questions aussi, c'est quand j'aborde le travail des autres par la traduction. Et ça, c'est quelque chose aussi de très très intéressant qui fournit l'occasion de se glisser dans la pensée de quelqu'un d'autre et d'écrire un poème qu'on n'aurait jamais écrit. Et ça, c'est une démarche que je trouve très très intéressante. Mais sinon, vraiment l'essentiel, j'ai un grand appétit de création. C'est un plaisir de créer, de partager. Et vraiment, je ne me pose pas trop de questions sur la responsabilité et sur la... C'est très pragmatique, disons. Je fais une démarche pragmatique, plus que philosophique. Oui, j'ai le sentiment, ce sera ma toute dernière remarque, moi j'ai le sentiment quand même que la poésie, et ça résume de manière très terre-à-terre des choses qui ont été dites tout à l'heure de manière infiniment plus documentée, savante, réfléchie, pensée, mais la poésie, ça permet aussi de résister à la non-langue de l'époque, celle des réseaux sociaux, celle des SMS. C'est aussi une question de temporalité qui change considérablement. Est-ce que là aussi, il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de notre responsabilité par rapport... bon, c'est un combat complètement vain, complètement évidemment inutile, complètement perdu d'avance, hein, on est tous d'accord. On n'a pas la puissance pour lutter contre ça, mais c'est pas pour ça qu'on doit baisser les bras. Jean-Michel Estadier. Non, mais oui, absolument. Mais je pense que chaque petit territoire libéré, c'est le début de la libération. Si on libère son territoire, enfin, 100 mètres carrés autour de soi, c'est le début de la reconquête. Mais moi, je pense, pour revenir sur la question de la responsabilité, je vais être court parce que je pense que la soirée est longue. Mais je pense qu'il faut être responsable déjà au départ devant soi-même. Moi, quand j'écris, et je suis content que Michel ait parlé de l'étymologie de poésie qu'il veut faire, et pour moi je le vis c'est vraiment faire fabriquer, quoi. Le poème c'est quelque chose de matériel, je dis pragmatique, mais c'est quelque chose j'ai une vision très, très matérialiste. On a un stock de mots, on a notre lexique qui se connecte avec un lexique commun, et là-dedans il faut y aller au burin, quoi. Il faut faire quelque chose. Si on a envie de le faire, on n'est pas obligé de l'écrire. Mais je pense que le résultat fini, parce qu'on est le premier à s'y lire, hein. C'est le grand avantage, ou peut-être le grand inconvénient, mais on est le premier à lire, à découvrir ce qu'on a écrit. Et il faut être, la responsabilité, c'est aussi de se dire, j'envoie ça dans l'ailleurs de mon ordinateur, de mon espace, et est-ce que ça va s'agripper avec quelque chose d'un peu universel? C'est-à-dire que mon expérience personnelle, que tout ce que je suis moi, c'est ça la littérature. C'est une expérience personnelle, une vision personnelle, un moi personnel, une politique personnelle, et qui va s'agripper ou pas avec quelque chose d'universel. Et je pense que la responsabilité, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on envoie, il faut qu'on soit sûr de soi. On a peut-être raté notre coup. Hein. Je ne parle pas en termes de qualité, mais que être responsable, c'est avoir produit son objet, avoir fabriqué quelque chose, et se dire, ça y est, je suis responsable de ce que j'ai fait, et j'envoie, je l'expulse. Je crois que c'est ça la responsabilité aussi. Il faut assumer ce qu'on a fait. Oui. Alors, je laisserai un tout dernier mot, peut-être le mot de la fin à Martin Ruin pour rebondir encore. Mais je veux dire qu'on a vécu un événement étonnant aujourd'hui, puisqu'on le sait, les gens ont fait la queue 2 heures dehors et ne pouvaient pas rentrer. Ça veut dire qu'au-delà de toutes les questions de la finalité ou des finalités ou des non-finalités du poème, il y a un appétit absolument incroyable. Merci évidemment à Vincent Gimeno et à Yves Puguier qui se battent depuis des années dans des conditions extrêmement difficiles et qui ont réussi à maintenir ce marché en octobre, avec presque un temps de juin, peut-être moins à cette heure-là, et qui a déclenché une petite émeute au cœur de Paris. Bon, il y a des gens qui ont protesté parce que 2 heures pour rentrer c'était long, mais ils l'ont mérité, ils n'ont eu
Voilà. Martin Rueff, on vous demande la conclusion et le mot de la fin, alors. Il peut être très bref, hein. Il peut être un non-mot. Le non-mot accompagne très bien la poésie aussi, on le sait. Non, le fait que, enfin, ce que vous disiez, oui, il y a un fait, hein, c'est qu'il y a une demande aujourd'hui de poésie, une demande publique. Cette demande, elle suit la demande qui, dans les années 80-90, avait été une demande de philosophie. Et donc, je pense qu'il faut toujours se demander ce que culturellement cela peut signifier pour des créateurs. Et évidemment, ce qui est en jeu, c'est une question qui a été très très bien pensée par Gramsci, hein, c'est le rapport de la création et des institutions politiques, culturelles. Par ailleurs, je crois que ce qui a été dit, et je pense que ce n'est pas du tout un mot galvaudé, hein, c'est que dans la responsabilité, j'entends ce que disaient Michel, Jean-Michel et Esther, il y va de quelque chose qui est de la fidélité à des engagements qu'on découvre en créant. Voilà. C'est un très beau mot de la fin. Merci à vous tous d'être restés pas frigorifiés, mais fidèles et à très vite. Merci. Et merci à Didier Cahen, à Michel Leteil, à Jean-Michel Hospitalier, à Marc.